Dans un quartier oublié du centre-ville, là où les rues étaient bordées d'immeubles fatigués et les lampadaires clignotaient comme des souvenirs effacés, vivait une jeune femme nommée Eladione. Ses voisines, moqueuses et aigries par les désillusions de la vie, l'avaient surnommée Cendrillon, non pas avec tendresse, mais avec un mépris camouflé en ironie. Ce surnom, elle le murmurait entre deux rideaux entr'ouverts, en la voyant chaque matin quitter l'immeuble avant l'aube, avec son sac usé en bandoulière et ses chaussures aux semelles déjà trop minces pour l'hiver. Ella était orpheline depuis ses 14 ans. La mort accidentelle de ses parents, un couple discret mais aimant, l'avait laissée seule dans un monde qui ne pardonne pas au cœur tendre. Recueillie à contre-cœur par sa tante Lucette, une femme que la vie avait endurcie comme le cuir d'un vieux fauteuil, elle avait grandi dans une maison sans chaleur, où les mots durs étaient plus fréquents que les regards bienveillants. Lucette lui avait fait comprendre très tôt qu'elle n'était qu'un fardeau. Une bouche de trop. Et que sa beauté naturelle, cette lumière douce qui émanait d'elle malgré tout, était une offense quotidienne à sa propre amertume. Alors Ella se fit petite, silencieuse, obéissante. Elle lavait, elle repassait, elle cuisinait. Elle se rendait utile. Mais dans le secret de ses nuits, elle lisait. Des livres trouvés dans des boîtes à dons, ou dérobés aux étals des bouquinistes qui ne regardaient pas. Elle aimait les mots, les grandes idées, la justice. Elle rêvait de devenir avocate, de défendre les oubliés comme elle. Mais les rêves, dans la bouche de Lucette, n'étaient que des luxes de riches. Alors elle a mis ses rêves de côté, comme on replie un foulard trop beau pour être porté. Chaque matin, elle enfilait un uniforme bleu marine, trop grand aux épaules, froissé malgré ses efforts. Un badge plastique accrochait son prénom d'une encre qui s'effaçait, Eladé. Elle quittait l'immeuble en silence, traversait les rues désertes du petit matin, puis prenait 2 bus jusqu'au cœur du centre d'affaires, là où les immeubles étaient faits de verre, d'acier et d'arrogance. Là se dressait la tour Valory Corporation, haute, élancée, comme un doigt pointé vers le ciel. C'était une entreprise tentaculaire, dont les activités allaient de la finance de luxe aux investissements dans les nouvelles technologies. Un monstre discret, dirigé d'une main ferme par un homme que personne n'avait jamais vraiment vu, Armand Valory. Ella travaillait au bas de l'échelle. Littéralement. Elle nettoyait les couloirs, les bureaux, les toilettes. Elle balayait les miettes de croissant des réunions trop tôt, astiquait les écrans des ordinateurs laissés en veille, vidait les poubelles pleines de contrats froissés et de projets abandonnés. Et pendant que les autres montaient dans les ascenseurs parfumés au silence, elle se contentait d'écouter. Écouter les cadres parler de fusion, de rendement, de résidences secondaires et de dîners chez Michelin. Ces conversations flottaient comme des parfums de monde auxquels elle n'aurait jamais accès. Elle n'était qu'un souffle dans les couloirs. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin aime les souffles. Parce qu'un jour, c'est souvent eux qui changent le vent. C'était un lundi matin de janvier. Le genre de matin où le ciel est d'un gris si pâle qu'on le confond avec le béton. Une fine neige tombait, dessinant des motifs blancs sur les vitres du bus. Ella, emmitouflée dans un manteau qu'on lui avait donné un hiver plus tôt, relisait mentalement le poème de Léopold Sédar Senghor qu'elle avait découvert la veille. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Ces vers lui tenaient chaud. Mieux que ses gants troués. À son arrivée, son superviseur lui annonça qu'elle était exceptionnellement affectée au 31e étage. Le plus haut. Celui de la direction. Un étage qu'elle n'avait jamais approché. Là-bas, les moquettes étaient épaisses comme des promesses, et les murs portaient des tableaux qu'elle ne pourrait même pas nommer. Il était 6h45. Les couloirs étaient encore vides, plongés dans ce calme étrange d'avant le tumulte. Elle entra dans un bureau vaste, baigné d'une lumière bleutée filtrée par des stores à moitié fermés. Elle n'y vit d'abord que du mobilier de luxe, un grand bureau en noyer, un fauteuil en cuir, des étagères remplies de classeurs impeccables. Puis son regard se posa sur lui. Un homme. Affaissé. Inerte. Sa chemise blanche légèrement ouverte. Son teint était cireux. Ses lèvres, presque bleues. Son corps semblait figé dans une position de chute invisible. Le temps s'est suspendit. Ella resta figée. Un souffle glacé parcourut son dos. Puis, l'instinct prit le dessus. Elle s'approcha, posa 2 doigts sur son cou. Sentit un battement faible, irrégulier. Elle se rappela son père. Eleodeur de L. Hôpital. Le regard vide de sa tante après la mort. Elle ne laisserait pas un autre homme mourir sans rien faire.
Elle attrapa son téléphone. Appela les secours. Puis, avec des gestes maladroits mais déterminés, elle commença un massage cardiaque, comme elle l'avait vu dans une vidéo il y a longtemps. Elle comptait, pressait, transpirait. Une éternité passa. L'homme ouvrit brièvement les yeux. Une seconde. Suffisante. Puis les secours arrivèrent. Ils la poussèrent doucement de côté. Elle recula, encore tremblante, les mains tachées d'une sueur étrangère. Ella es Faka. Comme toujours. Ce n'est que bien plus tard, dans les murmures des autres agents d'entretien, qu'elle apprit ce qu'elle avait fait. Elle avait sauvé Armand Valory, le fondateur, le PDG, l'homme dont on disait qu'il avait transformé 1 million en empire, celui que l'on appelait dans les journaux le roi de la finance. L'homme que tout le monde craignait mais que personne ne connaissait vraiment. Et elle, Eladione, la fille invisible, la Cendrillon des ballets, venait de le ramener à la vie. Mais elle n'en parla à personne. Car dans son monde à elle, les héroïnes ne réclament pas de récompense. Elle rentre à la maison, prépare le dîner, et se lève le lendemain comme si rien ne s'était passé. Mais le destin, lui, n'avait pas fini avec Ella. À l'hôpital, Armand Valory, allongé dans un lit blanc, revenait lentement à lui. La lumière crue de la salle d'urgence lui brûlait les yeux, et une sensation étrange, comme un voile épais, s'étendait autour de lui. La douleur dans sa poitrine était encore vive, mais plus supportable. Il entendait des voix des médecins, des infirmières qui s'affairaient autour de lui, mais tout semblait à la fois lointain et proche. Il chercha à se souvenir des événements, mais tout était flou. Un vide. Des fragments d'images se bousculaient dans son esprit. Il revoyait une silhouette, une femme. Des mains douces, un souffle de voix qui lui semblait familier, presque apaisant. Il se souvenait d'une odeur de savon bon marché, comme celle des produits utilisés dans les hôtels économiques. Mais plus que tout, c'était ce regard qui persistait dans ses pensées. Ce regard calme, presque serein, qu'il avait fixé avec une intensité qu'il ne pouvait pas oublier. Une femme simple, qui semblait en dehors de tout ce qu'il connaissait. Elle ne faisait pas partie de ce monde-là, ce monde d'élite et de puissance qu'il occupait chaque jour. Elle était une ombre, une inconnue qui s'était glissée dans la lumière de son existence sans prévenir, juste avant que l'obscurité ne le fauche. Il avait été sur le point de mourir. Et elle était là. En silence, elle avait sauvé sa vie. Mais elle avait disparu aussi vite qu'elle était apparue, comme une brume du matin. Cela l'obséda. Il ne pouvait pas oublier cette image. Il se leva dans son lit, se forçant à se concentrer. Il était le patron de Valory Corporation, un empire de luxe, mais il n'avait jamais ressenti une telle impuissance qu'à cet instant-là. Il avait été dépendant. Et une inconnue l'avait tiré de l'abîme. Elle. Il devait la retrouver. Il devait comprendre qui elle était. Armand ordonna à son assistant, Frédéric, de retrouver cette mystérieuse femme. Frédéric s'empressa de passer des appels et de vérifier les images des caméras de surveillance. Très vite, il revint, l'air soucieux. « Elle n'est pas dans le personnel médical », annonça Frédéric, en consultant ses notes. Astérisque, ce n'est pas une infirmière. Elle portait un uniforme, mais c'était simple, beaucoup plus simple que ce que l'on pourrait attendre ici. Armand fronca les sourcils. Il ne voulait pas simplement connaître son nom. Il voulait comprendre qui elle était, pourquoi elle n'avait rien réclamé. Pourquoi elle s'était éclipsée sans un mot de gratitude, alors qu'il était le CEO, l'homme dont tout le monde se souciait. Leur vie était régie par des contrats et des chiffres. Elle avait agi, sans rien attendre en retour. Cette pureté le perturbait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ils visionnèrent ensemble les images des caméras. Armand se concentra sur chaque détail, l'attitude calme et posée de la femme, la manière dont elle avait évalué la situation. Elle ne paniquait pas. Elle agissait. C'était comme si, dans cet instant précis, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Rien n'était précipité. Ses gestes étaient réfléchis, mesurés. Armand remarqua également la simplicité de son uniforme, un bleu marine délavé, celui d'une femme de ménage. Et là, dans ce contraste cruel entre son apparence et l'acte héroïque qu'elle avait accompli, il comprit qu'elle venait d'un autre monde. Un monde qu'il ne connaissait pas, mais qu'il avait envie de découvrir. Cela le hantait, cette simplicité désarmante. Elle n'avait pas pris de photos, n'avait pas exigé de reconnaissance.
Elle n'avait même pas regardé les autres à la dérobée, comme on pourrait s'y attendre dans ce genre de situation. Elle s'était simplement levée et était partie, aussi discrète qu'une étoile filante. Mais cette étoile, il ne la voyait plus. Il fallait la retrouver. La décision fut prise rapidement. Armand demanda à ce que la femme soit discrètement convoquée. Pas par une voix officielle. Pas par le personnel de l'entreprise. Mais par ses propres moyens. Il voulait la rencontrer, comprendre la personne qui avait franchi la barrière invisible entre leurs mondes respectifs. Il fallait qu'elle sache qu'il ne la prenait pas pour une simple employée, qu'il avait vu bien plus que ça. Cette femme n'était pas seulement celle qui lui avait sauvé la vie. Elle était un mystère, un miracle, un contraste frappant dans sa réalité dorée. Mais il n'osait pas se l'avouer tout de suite. Il fallait qu'il la voie encore une fois, en face. Lorsqu'elle a reçu l'invitation à se rendre dans le bureau du CEO, elle n'eut d'abord qu'une réaction, la confusion. Puis, elle pensa immédiatement que c'était une erreur. Peut-être un malentendu. Pourquoi elle? Pourquoi le patron de la société la convoquerait-il? Elle se sentit un instant prise de panique, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Allait-elle être renvoyée? Peut-être un oubli dans la procédure, une erreur dans le registre des employés. Une chute dans sa hiérarchie déjà fragile. Quand elle arriva au 31e étage, c'était comme entrer dans un autre monde. Le bureau immense d'Armand était baigné d'une lumière artificielle douce, mais froide. Des murs ornés de tableaux moderns. Un bureau immense, couvert de papier d'une perfection clinique. Il n'y avait pas de signe de vie. Juste l'air glacé de l'indifférence. Elle s'avança timidement, ses pas résonnant dans l'immense espace vide. Et là, il était. Il s'était levé avec une certaine lenteur, encore boitant légèrement. Mais son regard était aussi perçant que l'acier. Il la scrutait. « C'est toi ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque comme s'il cherchait à croire que c'était réel. Ses yeux, pourtant pleins de gratitude, ne la quittaient pas. Ella baissa les yeux, gênée. Elle n'avait jamais eu l'habitude de recevoir un tel regard. Encore moins de quelqu'un de son statut. « Oui. Monsieur, répondit-elle, sa voix légèrement tremblante. Il s'approcha lentement, comme un homme qui marche sur un fil. Puis, sans crier gare, il prit sa main dans la sienne, un geste presque intime. Le monde autour d'Ella sembla disparaître, tout devint soudainement irréel. Tu me has sauvé la viernes. Et tu es parti, comme si ce n'était rien. Sa voix se fit plus grave, un peu plus émotive. Ella tourna la tête, incertaine de ce qu'il attendait d'elle. Elle n'avait rien fait d'exceptionnel, après tout. C'était son instinct qui l'avait poussée. Elle n'avait pas agi pour la gloire. C'est normal. J'ai juste fait ce qu'il fallait, répondit-elle, presque en murmurant, comme pour se convaincre elle-même. Armand la fixa profondément. Un long silence s'installa, chargé de mille ondits. Puis, il murmura, d'un ton qui, même s'il se voulait léger, portait un poids insoupçonné. Et 6 mois, je voulais faire ce qu'il faut, maintenant. Les jours passèrent, et Armand proposa à Ella un poste temporaire, mais mieux payé, bien plus que ce qu'elle aurait pu espérer dans un environnement pareil. Elle était surprise, mais elle accepta, non seulement par nécessité, mais aussi par curiosité. Son monde s'était rétréci pendant des années à la poussière des couloirs de l'immense tour de verre, au bruit des aspirateurs et au reste de café dans les poubelles. Ce poste, même s'il était modeste, semblait presque trop généreux. Mais Armand avait ses raisons. Ce qu'il désirait, ce n'était pas simplement qu'elle travaille pour lui, mais qu'il puisse la voir, chaque jour. Qu'il puisse la connaître. Elle accepta, et très vite, leur routine se tissa. Chaque matin, elle passait dans les bureaux de direction, et à chaque pause déjeuner, il l'invitait à la cafétéria VIP, un lieu que tout employé n'avait jamais l'honneur de fréquenter. Armand, au début, justifiait cela par un simple désir de discuter, de mieux comprendre la femme qu'il avait sauvée. Mais au fond, il savait que ce n'était pas simplement des conversations qu'il recherchait. Il voulait comprendre son monde, sa simplicité, sa sagesse, ses rêves. Il la questionnait sans cesse, sur sa vie, sur ses livres préférés, sur sa passion pour les poètes africains et les contes anciens. Ces conversations, pourtant anodines, le bouleversaient chaque jour davantage. Il découvrait une femme réelle, une femme qui n'était pas en quête de pouvoir ni de richesse. Ella parlait de son amour pour la poésie comme elle parlait de son enfance, de ses blessures, de ses rêves.
Elle semblait libérée des attentes du monde, forte d'une indépendance intérieure que lui, malgré toute sa richesse et son statut, n'avait jamais ressentie. Armand était habitué à des femmes sophistiquées, brillantes mais intéressées, des femmes qui lui parlaient des affaires, du luxe, des voyages. Mais Ella, elle était différente. Elle ne cherchait pas à se mettre en avant, ne cherchait pas à plaire. Elle était authentique, profondément humaine. Chaque conversation avec elle l'enrichissait d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il tomba amoureux, lentement, presque sans s'en rendre compte. Il se surprenait à penser à elle-même lorsqu'il était occupé, son visage s'imposant dans ses pensées sans invitation. Mais cet amour était plus complexe qu'il ne l'aurait cru. Ses sentiments pour elle n'étaient pas simplement basés sur son acte héroïque ou sa beauté discrète. Non, c'était son âme qui le captivait, son humilité et sa force tranquille. Armand savait qu'il n'était pas le seul à voir cette femme en elle, mais il voulait qu'elle sache. Qu'elle sache qu'il la voyait, qu'il l'admirait. Mais le paradoxe restait. Comment lui avouer? Comment lui dire que cet amour, né dans l'ombre d'un sauvetage, s'était transformé en un besoin impérieux de la comprendre, de la protéger, de la garder? Mais Ella, elle, résistait. Résistait, non pas par orgueil, mais par réalisme. Elle savait trop bien que les contes de fées n'étaient pas faits pour des filles comme elle. Elle ne venait pas d'un monde de luxe et de privilèges. Elle n'avait pas les moyens de rêver d'un prince charmant, d'un château, ni de la vie d'une princesse. Elle savait que dans ce monde, on la regardait comme une invisible, une simple femme de ménage. Peu importe l'affection qu'Armand lui témoignait, tout cela semblait trop beau pour être vrai. Elle avait vu trop de femmes tomber dans les pièges du pouvoir et de l'argent, et elle ne voulait pas être celle qui perdrait son âme pour un mirage. Elle gardait ses distances. Elle répondait poliment, mais elle évitait de se laisser emporter par la douceur de ses mots. Armand, aussi persistant qu'il fût, n'arrivait pas à briser cette barrière invisible qu'elle avait dressée autour d'elle. Tout bascula lors d'une réception. Armand, pourtant au courant de ses réticences, réussit à la convaincre de venir, juste une fois. Ce serait un événement professionnel. Rien de plus. Il insista, lui assurant qu'elle n'aurait à être là qu'en tant qu'invitée de marque. Un geste symbolique. Elle choisit de se présenter dans une robe modeste, une robe d'occasion, mais elle la portait avec une grâce tranquille, son apparence simple, mais élégante. Lorsqu'Ella entra dans la salle, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle ne comprit pas tout de suite. Puis, elle entendit des murmures. Des rires étouffés, des chuchotements. « C'est la femme de ménage », chuchota une voix, et d'autres suivirent, plus audibles, plus cruelles. La directrice de l'entreprise, une femme hautaine, s'avança et, sans gêne, la ridiculisa publiquement devant toute l'assemblée. « Regardez-la, elle se croit importante en venant ici. Elle n'est qu'une employée. »« Une femme de ménage, » lança-t-elle, son ton chargé de mépris. Les rires fusèrent. Ella se sentit comme une poupée brisée, et tout ce qu'elle avait caché dans son cœur, toute la douleur qu'elle avait mise de côté pendant des années, explosa. Elle s'enfuit, les larmes roulant sur ses joues, inconsciente des regards qui se tournaient maintenant vers elle avec pitié. Le cœur brisé, elle se réfugia dans les toilettes, tremblant de honte et de colère. Le lendemain, elle démissionna. Elle avait espéré que tout cela pourrait être différent, qu'elle pourrait être plus que ce que le monde voyait d'elle. Mais après cette humiliation publique, elle comprenait qu'elle n'avait pas sa place dans ce monde. Les murs de la tour de verre étaient trop hauts pour elle. Elle n'était qu'une ombre, un simple accessoire dans le décor de l'entreprise. Ce qu'elle ignorait, c'était que l'incident avait été filmé. La vidéo de son humiliation fit le tour des réseaux sociaux. Rapidement, elle devint la figure de la Cendrillon des temps modernes. Les gens se levèrent pour la soutenir. La ville entière prit fait et cause pour elle. Elle était l'héroïne, non pas pour avoir sauvé Armand, mais pour avoir supporté la dureté du monde, sans jamais se laisser abattre. Elle devint un symbole de résistance pour ceux qu'on oublie, pour ceux qui restent invisibles. Armand, furieux, décida de licencier immédiatement tous ceux impliqués dans cette humiliation. Mais, au-delà de cela, il savait qu'il devait aller la retrouver. Il ne pouvait pas la laisser partir ainsi, brisée. Il ne pouvait pas la laisser croire que ce monde avait raison. Il monta dans une voiture sans chauffeur, sans garde du corps, juste lui et une bague. Il se rendit chez elle, se frayant un chemin à travers les rues pleines de chaos, jusqu'à sa porte. Là, devant elle, il s'agenouilla, sans fierté,
sans masque. Juste un homme qui avait appris ce que signifiait aimer véritablement. Épouse-moi, Ella. Et surtout, ne fuis pas. Tu es bien plus que ce que ce monde veut te faire croire. Ella, les yeux emplis de larmes, regarda cet homme qu'elle n'avait jamais cru capable de comprendre. Elle avait vu des princes, des rois, mais il n'y en avait qu'un seul qui pouvait être un véritable homme. Armand. Elle accepta. Mais pas pour l'argent. Pas pour le palais. Elle accepta parce qu'il avait vu qui elle était. Parce qu'il ne l'avait pas réduite à son statut, à son travail, à son passé. Il avait vu son âme. Et ensemble, ils fondèrent une fondation dédiée à l'éducation des filles invisibles. Ces filles dont personne ne parlait, mais qui portaient le monde en silence. Dans leur grand manoir, au lieu d'un trône doré, trônait un balai accroché dans un cadre. Un symbole de ce qui avait tout commencé, de cette rencontre improbable entre un prince et une Cendrillon. Parce qu'au final, il suffit parfois d'un geste, d'un cœur pur, pour changer le cours d'une vie. Et cette fois, c'est Cendrillon qui a sauvé le prince.